Parmi les paysages complexes de l'emprise, il y a un mécanisme qui ne vise pas seulement à contrôler vos actions, mais à remodeler l'architecture même de votre pensée, de votre être. Je veux vous parler aujourd'hui d'une communication qui ne vise pas la connexion, mais le formatage, d'un intérêt qui n'est pas une reconnaissance, mais un mandat. Je veux vous parler de l'idéalisation totalitaire. C'est ce moment précis où le narcissique dépasse le simple besoin de vous voir l'admirer pour exiger que vous pensiez comme lui ou comme elle. Il ne suffit plus de refléter sa lumière. Vous devez aussi épouser l'orbite de sa planète et voir l'univers uniquement depuis son ciel. Ce n'est plus une emprise sur vos actions, c'est une colonisation de votre jardin intérieur, une tentative de vous convertir, non pas à une religion, mais à la sainte et unique réalité qu'il a lui-même édifiée. Je suis Fatem Zahra Alami, libératrice des réalités confisquées. J'accompagne celles et ceux dont l'espace mental a été colonisé par la vérité absolue d'un manipulateur narcissique. Justement, c'est dans les coulisses de cette colonisation intime que nous reconnaîtrons les signes de ce phénomène sournois qui pousse un individu à ne plus simplement vouloir être admiré, mais à exiger que vous épousiez sa vision du monde comme la seule et unique valable, à transformer sa vérité personnelle en un régime absolu où votre rôle est de lui prêter allégeance. Ceci va bien au-delà de la simple manipulation. C'est une mécanique plus structurelle, plus froide. Je vous propose d'en explorer les fondations. C'est un processus d'emprise psychique. C'est la tentative délibérée chez le narcissique de remplacer votre boussole intérieure par la sienne. Imaginez un jardin. Le narcissique semble en admirer chaque fleur, chaque recoin. C'est l'idéalisation classique, mais très vite, il ne se contente plus de le visiter. Il veut en redessiner les allées, en arracher les plantes qui ne lui plaisent pas et y planter exclusivement ses semences. Il ne veut pas d'un jardinier à ses côtés, il veut un terrain qui lui appartient. Il veut une terre nue, une personne vide, sur laquelle il pourra seul décider de ce qui pousse. Concrètement, cela se manifeste par une intolérance absolue à la différence. Votre divergence n'est plus une opinion, c'est une trahison. Votre doute n'est plus une réflexion, c'est un crime de lèse-majesté. Que vous soyez un collègue, un ami, un membre de la famille ou un partenaire, la règle est la même. L'idéalisation totalitaire est la rançon de la proximité. C'est le moment où vous passez du statut de simple admirateur à celui de personne proche. Vous montez en grade dans son monde. Et c'est précisément à ce moment-là que le contrat change. La pression pour abdiquer votre pensée devient la condition sine qua non pour ne pas être combattu et rejeté. L'idéalisation totalitaire, c'est passer de « je t'aime » ou « je t'apprécie pour qui tu es » à « je t'aime » ou « je t'apprécie si tu penses comme moi ». Ce n'est plus soit mon miroir, mais soit ma copie conforme. La relation devient un monologue sacré où votre seul rôle est de dire « Amen ». Il ne vous offre pas une place dans son monde, il vous déloge du vôtre. Le problème le voici. Plus vous êtes proche, plus vous êtes perçu comme utile à son image, plus les taux se resserrent. La pression pour penser comme lui ou comme elle devient tout simplement intenable. Votre loyauté, votre adhésion, votre soumission idéologique, tout cela devient la monnaie d'échange. La devise dans laquelle vous payez pour maintenir une paix fragile, pour garder votre place.
et surtout pour éviter la guerre ouverte et le mépris qui vous guette si vous osez penser par vous-même. Ce n'est donc pas un simple conflit, c'est un renversement de souveraineté, un changement d'identité. Vous passez du statut de personne respectée à celui de prisonnier d'un système dont vous n'avez pas choisi les règles. Comment cette colonisation opère-t-elle concrètement dans le quotidien? Ce n'est jamais flagrant. C'est une série de micro-opérations de recalibrage, une grammaire relationnelle toxique qui s'installe. Voici ses principaux rouages. Le premier, c'est le cadrage réalité. Le narcissique se pose en seul détenteur de la vérité objective. Il utilise des phrases comme « En réalité, les choses sont ainsi » ou « Une personne sensée comprendrait que ». Il ne présente pas une opinion, il déclare un état des lieux du monde. Votre perception devient une simple opinion subjective et faillible face à sa vérité absolue. Puis, il passe à l'acte. L'ordre tombe sans appel. Tu devrais faire ça. La discussion est close. Il ne suggère pas, il décrète. Le cadrage de la réalité devient alors un mode d'emploi pour votre propre vie. Le deuxième rouage, c'est l'exploitation des zones de doute. C'est un stratège de l'insécurité. Il identifie avec une redoutable précision vos fragilités et vos hésitations, que vous soyez inquiet sur vos compétences, votre valeur professionnelle ou votre intelligence, et il se positionne en expert incontestable sur ce sujet précis. Il ne vous soutient pas, il vous remplace. Il devient la voix dans votre tête qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Troisième rouage, le langage émotionnel comme arme. Ici, la désapprobation n'est pas verbale, elle est émotionnelle. Votre divergence est accueillie par un silence lourd, une froideur soudaine, un regard déçu. Vous n'êtes pas puni pour une action, vous êtes puni pour une pensée. Et pour retrouver la chaleur de son approbation, vous devez taire vos différences. Ici, le chantage n'est pas émotionnel, il est mécanique. Il ne s'agit pas d'une déception feinte, mais d'une consigne inlassable. Le manipulateur ne discute pas, il répète. Comme un discréé, il resserre la même phrase, le même ordre, la même exigence, pendant des semaines, des mois, parfois même des années. Sa phrase n'est pas « je suis déçu », mais c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut penser. Ou encore, il récite fanatiquement depuis le début et à nouveau ses éloges comme pour la première fois pour tenter de vous convaincre en ravivant le fantôme de l'idéalisation. C'est une tentative d'impression forcée. À force de répétition, l'idée doit cesser d'être la sienne pour devenir la vôtre. C'est un matraquage psychique qui vise à contourner votre raison pour s'implanter directement dans votre subconscient comme un slogan. Le but n'est pas de vous convaincre, mais de vous anéantir, de vous vider de votre raison et de la remplacer, de briser votre capacité à résister par l'épuisement pur et simple. C'est une guerre d'usure où votre identité est le territoire à conquérir, millimètre par millimètre. Quatrième rouage, l'isolement idéologique. Pour que son monde devienne le vôtre, il doit couper les ponts avec les autres mondes. Il va systématiquement décrédibiliser vos sources de réalité extérieure. Ton ami est un influenceur, il ne sait rien de la vraie vie. Ce thérapeute te raconte n'importe quoi. Ta famille est archaïque. Peu à peu, votre univers mental se rétrécit. Il devient votre seul point de référence, votre seul oracle.
5e rouage, l'effacement de votre personnalité ou la dépersonnalisation. Et puis, il y a une forme d'attaque encore plus intime et encore plus violente, celle qui vise la mélodie même de votre être, le formatage de votre voix, de votre personnalité, de votre être. Je pense à toutes ces personnes à qui l'on envoie des modèles, parle comme cette personne, fait comme cet inconnu sur Internet. On vous envoie des vidéos d'amateurs sans formation en exigeant que vous, avec votre expertise et votre parcours, vous en deveniez le copiste. Le but est de falsifier qui vous êtes pour coller au modèle imposé. Le faussaire de votre propre existence. Cessez d'être vous, c'est-à-dire l'original, pour devenir une simple imitation. Ce n'est pas une suggestion, c'est un mandat d'effacement. Lorsqu'un manipulateur exige que vous calquiez votre voix, votre langage, votre façon même de parler sur un modèle quelconque, il ne cherche pas à vous améliorer, il cherche à vous dépersonnaliser. Votre voix unique, votre style, votre vocabulaire choisi, tout cela est une preuve vivante de votre identité souveraine. Et cette souveraineté, il veut la voir abdiquée. Il veut que vous récitiez son script avec la voix d'un autre, que vous soyez une copie à remplacer ou à modifier à sa guise et non un original. C'est la négation ultime de votre âme. Il préfère vous voir devenir un écho médiocre de n'importe qui plutôt que d'entendre la voix authentique et puissante de qui vous êtes vraiment. Une simple intonation, un mot mal choisi, et c'est la guerre. Parce que dans son esprit, c'est une déclaration d'indépendance. Et cela, il ne le tolérera pas. Car qui a le droit de décider qui vous êtes à part lui ou elle? Il vous considère sa propriété, sa statue. Il détient tous les droits sur vous. Ces rouages s'emboîtent pour former une machine à formater. L'objectif n'est pas la discussion, mais l'alignement parfait. Une harmonie factice obtenue non par la rencontre des esprits, mais par la soumission. Votre soumission. C'est un effacement de votre identité. Et si on regardait cette frénésie de formatage avec un autre regard? Une question se pose alors. Au fond, pourquoi cette urgence absolue à vous transformer, à vous vider de votre substance pour vous remplir de leur credo? C'est parce qu'ils ressentent eux-mêmes un grand vide. Ils sont la maison démeublée, l'écho qui ne renvoie aucun son, et votre personnalité, riche, vibrante, unique, et par contraste, une preuve vivante, intolérable de leur propre néant intérieur. Alors, leur stratégie est simple, terriblement simple. Ils veulent vous dépersonnaliser parce qu'ils sont eux-mêmes dépersonnalisés. Ils veulent vous vider parce qu'ils sont vides. En vous formatant à leur image, ils espèrent créer autour d'eux un cœur d'écho, une armée de miroirs. Ils ne veulent pas vous élever, ils veulent vous niveler, vous descendre à leur hauteur, pour se sentir enfin moins seuls dans leur désert, pour se donner l'illusion d'être normaux, entourés de sosies consentants. C'est une tentative de meubler leur vide avec votre présence. Mais un vide ne se remplit ni avec le reflet d'une autre personne, ni même avec le reflet d'un autre vide. C'est une équation impossible dont vous êtes, vous, la variable sacrifiée. Cette perspective ne justifie rien, mais elle explique l'inexplicable. Elle déplace la pathologie de la méchanceté vers la tragédie humaine, ce qui peut être un pas immense pour la victime dans son processus de dégagement et de guérison. C'est une clé de libération puissante, comprendre que ce n'est pas votre lumière,
qui étaient trop vives, mais leurs ténèbres qui étaient trop profondes. Lorsqu'on est soumis à ce processus, quelque chose en nous se fêle, puis se fend, et peut finir par se briser. L'idéalisation totalitaire ne laisse pas de blessures visibles, mais des cicatrices à l'intérieur même de votre architecture psychique. Des cicatrices que vous seuls sentez chaque fois que vous tentez de penser par vous-même. La première et la plus dévastatrice des conséquences est l'érosion de l'identité. Vous en venez à douter non pas de ce que vous pensez, mais de votre droit même à penser. Vous vous surprenez à parler avec ces mots, à défendre ces idées comme si c'étaient les vôtres et à trahir vos propres intuitions sans même un sentiment de trahison, tant le processus est devenu naturel. C'est un effacement en douceur, une disparition sans cadavre, où la personne assassinée est votre moi. Vient ensuite une dissonance cognitive chronique. C'est cette sensation d'étouffement, ce bourdonnement anxieux permanent. C'est le conflit déchirant entre ce que vous sentez viscéralement être vrai et ce qu'on vous affirme être la vérité. Vous en arrivez à croire l'absurde et à douter de l'évidence, simplement parce que c'est sa vérité. Votre esprit devient un champ de bataille où deux armées s'affrontent, sauf que l'une d'elles, la vôtre, est systématiquement traitée par vous en ennemi. Enfin s'installe une hypervigilance et une anxiété de fond. Vous marchez sur des œufs en permanence, mais pas seulement dans vos actions, vous marchez sur des œufs dans vos pensées. Vous apprenez à pratiquer l'autocensure préventive, à scanner mentalement chaque opinion avant qu'elle n'émerge, de peur qu'elle ne soit pas alignée. La relation n'est plus un espace de partage, elle est un état de siège intérieur. Vous êtes à la fois le gardien de la prison et le prisonnier. Le plus tragique est que souvent, la personne en vient à justifier ce système, à le défendre auprès de son entourage. C'est ce qu'on pourrait appeler un syndrome de Stockholm idéologique. Vous protégez celui qui a confisqué votre liberté parce que votre survie psychique à ce stade dépend du maintien de cette paix illusoire. Au-delà de l'anxiété, au-delà de la fatigue, il existe une conséquence bien plus fondamentale, une conséquence qui ne se mesure pas en symptômes, mais en silence. C'est la sensation d'un viol psychique. C'est l'impression persistante que quelqu'un s'est introduit en vous sans votre permission et a déplacé les meubles de votre âme. Qu'une main étrangère a tripoté le noyau de votre identité, laissant des empreintes digitales sur votre être le plus intime. Vous ne vous sentez plus chez vous en vous-même. Votre esprit n'est plus un sanctuaire, c'est un lieu qui a été piétiné, inspecté et reconfiguré par un autre. Vous avez le sentiment d'avoir été copié-collé puis effacé. Vous avez le sentiment d'avoir prêté votre visage à une âme qui n'était pas la vôtre si longtemps que vous avez oublié les traits de la vôtre. Cette violation crée une honte toxique, non pas d'avoir mal agi, mais d'avoir mal existé, d'avoir, d'une certaine manière, laissé faire cette substitution. C'est une nostalgie déchirante de la personne que vous étiez avant, une personne dont vous savez qu'elle était plus vraie, plus libre, mais dont le visage commence à s'estomper dans votre propre mémoire. Le deuil n'est pas celui d'une relation, c'est le deuil de votre intégrité psychique. C'est la lutte pour retrouver le goût, l'odeur, la texture de votre propre âme. Après qu'on vous a forcé à porter un parfum qui n'était pas le vôtre. Ces paroles
tente de décrire l'indicible, la sensation d'avoir été habité de force et laissé vide après ce viol d'identité. C'est une conséquence qui est moins une cicatrice qu'une souillure, un sentiment d'avoir été profané dans son essence même. Alors, face à cette machine à broyer le réel, que nous reste-t-il? Il nous reste un acte de douce rébellion, celui de reconquérir notre souveraineté psychique. Guérir ne signifie pas trouver un compromis avec l'envahisseur. Cela signifie devenir un territoire libre à nouveau. La première étape, la plus radicale, est de réhabiliter sa boussole intérieure. Cela commence par des gestes simples, presque subversifs dans ce contexte. Noter ses pensées dans un carnet sans filtre. Se redonner le droit d'avoir une préférence, un avis, une intuition, une façon de faire. Même minuscule. Chaque fois que vous notez « j'aime ma façon de faire ou d'être » ou « je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit », vous replantez un drapeau sur votre terrain. La deuxième étape est d'apprendre à ignorer sa désapprobation. Comprendre que son silence, sa froideur ou sa déception ne sont pas la preuve que vous avez tort, mais la preuve que sa stratégie d'emprise est en train d'échouer. C'est le signe que vous redevenez vous-même, et c'est précisément ce qu'il redoute le plus. Enfin, la troisième étape est de créer un contre-pouvoir. Retrouvez, même secrètement au début, votre réseau de réalité. Ces personnes qui vous connaissent et qui valident votre perception saine du monde. Un ami, un thérapeute, un livre. Reconnectez-vous avec des sources de vérité qui sont multiples, plurielles et non plus uniques et absolues. L'idéalisation totalitaire vous promet la paix en échange de votre âme, mais cette paix ne viendra jamais de cette façon. La guérison, elle, vous offre la liberté de retrouver la voie unique et précieuse de votre propre esprit. Elle vous rend la propriété de votre jardin intérieur, avec le droit souverain d'y laisser pousser à nouveau les fleurs de votre propre pensée, de votre propre être. Commence par cet acte de douce rébellion. Vous redonnez le droit de posséder votre propre point de vue et de le respecter. Et souvenez-vous, la plus belle preuve d'amour que vous puissiez vous offrir est de redevenir un territoire souverain avec vos propres lois intérieures. Prenez soin de vous.